Bon, bah, aujourd'hui, je suis avec Lionel Froidure. On est à La Réunion. On est bien là. On est très bien là. Donc, merci d'être venu jusqu'à nous, Lionel. Merci, avec grand plaisir. Je réponds présent. Voilà. Bah, j'ai vu ça parce que, pour la petite anecdote, on s'était pas croisés. Nous, je t'ai eu au téléphone. Léo nous avait mis en contact. Et puis, tu as répondu présent. Dit, hop, pourquoi pas faire une masterclass à La Réunion? Exactement, bah oui, c'était l'occasion. Et puis moi, je ne connaissais pas cette belle île qui maintenant, je peux vraiment la qualifier de belle parce que j'ai visité, Emmanuel m'a fait visiter et c'est vraiment extraordinaire. J'aime vraiment beaucoup cette ambiance ici. Voilà. Ah, bah, c'est avec plaisir. En tout cas, moi, en tout cas, quand on te connaît, quand on te suit un peu, il y a un truc qui revient tout le temps, c'est « Bonjour les Boudokas, comment allez-vous » La phrase d'accroche. Salut les Boudokas, comment ça va? Ça, c'est vraiment la phrase d'accroche de Lionel. Quand on entend ça, on sait que c'est Lionel à l'arrière. Souvent, ouais. Et d'ailleurs, tu fais des reportages en terre martiale. Ouais. Ton premier reportage avant en terre martiale, comment tu as commencé les vidéos? Comment j'ai commencé les vidéos? Alors avant, ce n'était pas des documentaires, c'était des premières vidéos. Alors vraiment, le tout début. Il faut savoir que j'ai toujours été fan de dessin, de photos. À une époque, je développais mes propres photos. J'avais tout ce qu'il fallait en argentique. Quand j'étais plus petit, je faisais beaucoup de dessins. J'ai fait de la peinture sur soie, tu vois, à l'école. Et pendant qu'il y en avait qui allaient faire du foot, du rugby, moi j'allais faire la peinture sur soie, donc pour te dire quoi. Donc ça m'a valu quelques moqueries. Voilà. Mais j'ai toujours en fait aimé ce côté artistique. J'ai toujours eu ce côté où j'aimais créer avec une vision. Et c'est pour ça que je suis arrivé à la photo et que j'aimais beaucoup la photo. Donc, et je suis parti en Chine en 99, comme je t'ai déjà raconté plusieurs périples, plusieurs anecdotes de ce voyage en 99. Et j'avais mon appareil photo avec plein de pellicules. Et puis je me suis dit quand même, tu vas faire sûrement le voyage de ta vie à l'étranger, parce que je n'étais jamais parti loin. Et je me suis dit, ouais, ça va être le voyage de ta vie, tu repartiras jamais aussi loin. Maintenant, quand on le sait, c'était que le premier de nombreux. Mais à l'époque, je ne savais absolument pas. Et donc là, je me suis dit, ça serait quand même bien de filmer ça. J'ai demandé autour de moi s'il y avait quelqu'un qui avait un petit caméscope. Donc c'était encore les cassettes à bande et tout. Donc je suis parti avec un stock de bandes. Et je me suis retrouvé là-bas, et comme j'étais fan de cinéma, à composer mes plans, quoi. Donc je mettais sur le trépied, alors ouais, on va passer là, on va passer juste devant. Ah ouais, je vais filmer là, alors quand tu passes là, je vais dézoomer ou je vais zoomer. Bah, voilà, je me prenais pour Franck Coppola, quoi. Le résultat était terrible, donc il faut être honnête, comme toutes les premières vidéos. C'était terrible, mais il y avait beaucoup de cœur et beaucoup d'envie. Mais quand je suis rentré, j'avais trop de vidéos. Je me suis dit, mais jamais je vais re-regarder tout ça, donc il va falloir le monter. Donc pour ça, il faut faire l'acquisition. Je suis allé à la FNAC, j'ai acheté un bouquin pour savoir comment faire du montage, tout simplement, parce que je ne savais absolument pas. Et comme tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai appris en autodidacte. Donc comme mon brevet d'état d'éducateur sportif et karaté, je l'ai passé en autodidacte, quoi. Donc j'ai appris tout seul. Pour plein de trucs, j'ai fait beaucoup de choses tout seul. Donc j'ai pris mon bouquin et puis j'ai appris comme ça, sur le tas. Avec beaucoup de temps, etc. Je me suis tapé les 600 pages du manuel, quoi, pour savoir comment ça fonctionnait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mon premier montage. Et puis je montrais ça à mon père, et mon père m'a dit « Ah, mais c'est génial, mais tu peux pas me faire un petit clip là pour le club ?» Voilà, comme ça. Je fais « Ouais, ok, ouais. » Donc me retrouvant, voilà, redemander la caméra, tu sais, je redemande la caméra, qu'on me reprête la caméra. Et je repars avec la caméra, et là je fais le tour de toutes les disciplines qu'il y avait, et là je sors une cassette VHS qui est passée pendant des années à l'entrée du club, où il y avait une grosse télé cathodique, tu sais, les tubes là, les trucs énormes, quoi, qui étaient à l'entrée du club. Voilà, et il y a des gars au club qui ont dit « Ah, mais c'est vachement sympa ce que tu fais, Lionel, tu peux pas me faire le même truc pour ma petite société, j'en ai besoin, parce que… » Voilà, tout simplement. Donc moi, j'avais du temps, j'en ai profité, ça me faisait 2-3 sous comme ça. Puis c'est devenu un peu récurrent. Après, c'était des mariages, après, c'était des soirées événementielles. Et j'ai fait à un moment donné, bon, j'ai un peu de temps, je vais lancer une société. Et comme je faisais en même temps de la photo, je faisais la vidéo et je faisais des sites internet. Il y a 20 ans. Donc, et je me suis dit, bon, voilà, je fais des arts créatifs, c'est les arts.
Oui. Et c'est imaginaire, donc ça s'appelait Imagine Arts. Ah. Voilà comment c'est parti. Et c'était absolument pas destiné à être dans le monde des arts martiaux, c'était vraiment dans le monde créatif. Et c'est pour ça que le logo a changé. Avant, le logo, il y avait trois espèces de virgules qui tournaient et qui se mélangeaient. Et après, quand je suis vraiment rentré complètement dans les arts martiaux, où c'est devenu les deux personnages qui se saluent, un plus japonais, un plus chinois, pour représenter ce côté arts martiaux. Mais le nom, en fait, il vient de là, il vient absolument pas. Parce que aujourd'hui, je me dirais, ouais, ça colle pas trop avec la niche, quoi. J'aurais pu prendre un truc qui correspond plus chinois, plus japonais, tu vois, qui correspond plus au monde des arts martiaux. Mais au final, bon, Imagine Arts, ça passe bien quand même. Ah ouais, ça passe très bien. En plus, tout le monde retient plus facilement, peut-être, on retient même un peu plus facilement que c'était un nom japonais. Ouais, peut-être, je sais pas. Et donc j'ai commencé comme ça. Et après, j'ai un copain qui est venu me voir, qui faisait les arts martiaux vietnamiens, avec qui je suis parti ensuite rencontrer sa maître, David Basset. Et il s'occupait de la commission nationale à l'FFK des enfants. Il est venu me voir, il me dit « Ouais, j'ai un projet, j'aimerais faire un DVD pour les enfants, alors à base de quiz. Et comme ça, s'ils répondent bien à la série de questions, ils ont un bonus qui se débloque avec une vidéo. Mais ils ne peuvent pas avoir accès à la vidéo s'ils ne répondent pas bien. Donc ça leur permet de réviser et en même temps de les tester, c'est interactif. » Je dis « Ah ouais, le projet, il est vachement sympa. Par contre, je ne sais pas faire de DVD. » Je lui dis « Je ne sais pas comment on va faire ça. Parce que moi, faire un DVD, juste mettre une vidéo sur un DVD, ok. Mais faire un truc avec des quiz à l'intérieur, des menus, etc. Et des réponses, et si ça va dans un... » Et je lui dis « Mais je suis incapable. » Je lui dis « Mais laisse-moi le temps d'apprendre. Et je reviens vers toi. » Donc je suis reparti à la Fnac. J'ai acheté tous les bouquins que je pouvais tomber dessus, parce qu'il n'y avait pas de YouTube, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de tutoriel en ligne, etc. Et là, je suis revenu vers lui. Je lui ai dit, bon, mais là, je pense que c'est bon, quoi. Le projet, il a mis 6 mois à naître. Mais c'était vraiment une belle expérience. Et à partir de là, j'ai fait un autre truc. Après, j'ai fait un sur le Nyon Tajitsu. Et après, j'ai fait le premier avec Jean-Pierre Lavorato. Où là, ça m'a ouvert la première porte sur les experts. Et là, j'ai retrouvé Bernard Biliki, Roland Hernaès. C'est des gens que je suivais, que je connaissais déjà. À la sortie, j'ai revu Zenai Oshiro, voilà. Et puis petit à petit, en fait, c'est eux qui m'ont présenté. Il y a des gens que j'ai rencontrés. Ah, mais c'est toi qui fais les vidéos de lui. Je fais oui. Ah, ça m'intéresse. Et petit à petit, en fait, ça s'est fait comme ça, par relationnel, par rencontre. Et ça, c'est ce qui a toujours été, en fait, le leitmotiv, dans Imagine Arts, C'est que j'ai toujours rencontré les gens au moment où ça devait se faire, parce que c'était des rencontres. Et les gens, ah mais tu fais ça, ouais mais c'est bien parce que moi je connais et lui il fait ça, et voilà. Et c'était tout le temps comme ça. Donc j'ai pas vraiment prospecté professionnellement des experts pour leur dire oui, est-ce que ça vous intéresserait voilà, bon si vous pensez à moi, non, ça se faisait naturellement. Mais c'est bien parce que avec ce que tu dis là, je me dis ça fait écho avec plein de thèmes sur les arts martiaux que tu as abordé ce week-end avec nous durant tes stages. C'est déjà s'adapter à une situation nouvelle. On a fait une causerie avec, on pourra aller sur du Shoshin. Et là, Shoshin, tu es en plein dedans. Chaque fois, l'éternel débutant, tu essaies d'avoir l'esprit de l'éternel débutant et de découvrir la chose. Ouais, c'est ça. Donc, ça revient. Quel est le lien du coup que tu arrives à faire entre les arts martiaux et on va dire que ta vie personnelle? Comment elle te guide un petit peu? Quel est ce fil conducteur? Je me rappelle pas de ma vie sans les arts martiaux déjà, Donc je suis né dedans. Mes parents pratiquaient déjà. Les arts martiaux m'ont beaucoup aidé. Ma mère, elle me disait, de toute façon, soit tu aurais été flic, soit tu aurais été voyou. C'est réglé comme ça. Voilà. Et ça ressort encore. Elle me dit, je pense que les arts martiaux, en fait, t'ont mis sur un bon chemin. Et comme tu es, comme je suis, parce que c'est elle qui parle, et comme tu es très à fond dans ce que je fais, quand je fais un truc, en fait, j'ai envie d'y aller jusqu'au bout. Elle me disait, mais ça me faisait vachement peur parce que tu faisais tout le temps, mais à fond. Donc il suffisait que ça soit la bonne chose, c'était bon, mais si c'était pas la bonne, tu y allais jusqu'au bout, C'est jusqu'à ce que tu te prennes un mur.
Et ça faisait peur, quoi, parce que je pouvais partir dans beaucoup d'excès. Donc, et je pense que les arts martiaux m'ont beaucoup aidé là-dedans à me construire, malgré que l'excès des arts martiaux, la pratique des arts martiaux m'a tellement fait d'excès que j'ai délaissé l'école. Donc vraiment, et après c'est pour ça qu'il a fallu que je me remette tout seul. Mais grâce à cet excès et ce travail personnel, ça m'a permis aussi d'apprendre sur moi-même et de devenir autodidacte, que j'avais déjà à la base, mais voilà, j'avais envie, et donc c'est que par ça en fait. Et les arts martiaux m'ont appris que si tu veux vraiment quelque chose, il faut te donner les moyens, faire les choses et te dire, tu peux peut-être y arriver. C'est une possibilité. C'est pas une réalité, ça va peut-être pas se faire, mais au moins, tu auras tout fait pour pouvoir y arriver. Et si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Tu auras vécu le voyage. Et ça a toujours été ça. Il y a des moments, il y a des projets qui ont été mis en place. Je suis parti en terre martiale. Le projet, il n'est pas terminé. Il n'est jamais sorti parce qu'il y a eu plein d'embrouilles à l'intérieur et c'est jamais sorti. Mais c'est pas grave. J'ai vécu le voyage. Ça m'a appris, ça m'a permis de comprendre, d'évoluer, de rencontrer des gens différents. Voilà. Et ça a été ça en permanence. Et donc je pense que je n'aurais pas la vision de la vie que j'ai aujourd'hui si je n'avais pas pratiqué les arts martiaux, si je n'avais pas fait tout ce que j'ai fait. Parce que avec en terre martiale, là tu as pu voyager quand même beaucoup en Asie, aux États-Unis, en France aussi tu as pu voir un peu. Mais en tout cas tu es parti à la rencontre de plein de monde, plein de maîtres. Et si tu dois synthétiser quelque chose, qu'est-ce que ce serait? À travers tous ces gens que tu as rencontrés, quel est le point commun qu'il y a entre eux? Le point commun de ceux que je garde, parce qu'après il y a plein de gens que j'ai rencontrés, il y en a avec qui j'ai vraiment beaucoup accroché, humainement parlant. Il y en a d'autres, j'ai accroché techniquement, sur leur partie technique, et il y en a d'autres, c'était sur les deux. Donc, et après, il y en a d'autres où je n'ai pas du tout accroché, pas dans la technique, c'est plus dans l'humain, où bon, ils étaient bien, etc., tout ça, mais il y avait un côté, en fait, voilà, il y avait un relationnel qui ne me plaisait pas. Donc, ça, on n'y peut rien, hein, tu sais, on rencontre des gens, ils nous ont rien fait, mais bon, le feeling ne passe pas. Bien sûr. Mais avec tous ceux avec qui j'ai un gros feeling, c'est vraiment quelque chose de partage, de l'amour du travail et d'entraide. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui revient en permanence. Les gens qui ont travaillé pendant toute leur vie et qui ont envie de le partager et qui le font avec bonheur. Ils ont le sourire sur les lèvres, ça fait 60 ans qu'ils le font. Et ils sont toujours là, quoi, en train de sourire, et ils sont contents en fait de le partager. Et je trouve ça tellement merveilleux, parce que pour moi c'est un des plus beaux messages quoi qui est dans l'humanité, quoi, c'est de pouvoir transmettre quelque chose, parce que ça se permet de perdurer à travers les générations. On est là que pour un instant, et on est juste un maillon, et ça permet de le transmettre les uns avec les autres. Et plus c'est fait sincèrement avec volontairement, quoi, tu le donnes volontairement aux autres, mais ça c'est un des plus beaux messages en fait qui est, quoi, parce que tu le donnes, tu attends pas, en fait tu le donnes, tu donnes de toi, et t'attends pas quelque chose en retour. C'est quand tu enseignes, parce que tu sais que ça reviendra pas forcément, mais tu le donnes de toi, à travers ce que tu as compris, à travers ton expérience, tu le donnes. Et ça c'est pas quelque chose en fait qu'on peut avoir. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment quelque chose de plus important avec ces gens-là. Ils ont passé leur vie à maîtriser leur art et ils le donnent. Et parfois, c'est un travail qui n'est pas forcément, comment dire, qui n'est pas très réjouissant parce qu'on travaille, on travaille, on travaille. Comme tu as dit, c'est une possibilité d'atteindre un but, c'est même pas sûr. C'est ça. Et le chemin est long et parfois, bon, on s'est dit… est-ce qu'on ne serait pas mieux ailleurs? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux certaines choses? Ou est-ce qu'on ne perd pas du temps? Et tandis que là, avec les exemples, c'est ces gens-là qui continuent, qui continuent, qui continuent.
Mais après, tu vois, c'est à Okinawa, la première fois où j'y étais, il y avait les grands maîtres, les grands sensei. Ouais. Et j'arrive à un dojo, il y avait le grand sensei. Et je regarde et je vois d'autres ceintures rouges. La ceinture rouge en karaté, c'est 10e dan. Oui. 9e, 10e dan. Oui. Et je vois au cours d'autres ceintures rouges qui étaient là en train de suivre le cours. Et c'était des papis. Mm. Et ils étaient là pour s'entraîner. Malgré qu'ils ont atteint un niveau extraordinaire, mais ils étaient toujours là en train de pratiquer et ils arrivaient avec le sourire et ils repartaient avec le sourire. Et c'est, je pense, là où, si tu le fais toujours avec passion, avec envie, que ça te fait plaisir, même si la possibilité que tu n'arrives pas jusqu'au bout, ben, c'est pas le plus important parce que tu le fais avec plaisir. Parce que tu le fais avec amour du partage, avec amour de la pratique, l'amour de forger ce corps, forger cette tête, de forger tous les jours, voilà, et ils sont là depuis, 50, 60 ans, et ils sont toujours là, voilà, et ça leur fait plaisir d'être là, tout simplement. Ils ne voient pas la vie autrement parce que ça fait partie d'eux, et que si on leur enlève ça, mais c'est comme si on leur enlevait leur cœur, quoi. Ça fait tellement partie de leur vie que c'est pas une activité, c'est une façon de vivre. Sans le dojo, comme on disait à midi, tu vois, on disait que le rugby, c'est un sport de combat par équipe. Mais les arts martiaux, c'est un art de combat individuel, c'est une pratique individuelle, mais qui ne peut se faire qu'en groupe. Ouais. Seul, on n'avance plus aujourd'hui. On a besoin de l'autre pour pouvoir avancer. Et donc même si on n'est pas un sport collectif, on a besoin du collectif. Et je pense que plus on avance dans le temps, plus le collectif devient important. Parce que c'est celui avec qui on est bien. On s'entoure de gens avec qui on partage les mêmes valeurs. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Après, j'aimerais là partir un peu plus sur le côté la pratique pure. Toi qui es pratiquant d'art nice et de karaté, donc de discipline traditionnelle, classique ou traditionnelle, comme on veut bien l'appeler, comment est-ce que tu penses, et en termes martial, tu as rencontré beaucoup de pratiquants de discipline traditionnelle. Pour toi, est-ce qu'une discipline traditionnelle doit être efficace? Tout dépend de l'efficacité. Qu'est-ce qu'on définit par efficace? Le problème, il est là, c'est que l'efficacité, c'est que si tu dois arriver à un objectif. Ouais. Donc si l'efficacité, tu définis ton efficacité que ça te rend heureux d'aller t'entraîner et de te sentir bien, et qu'à la fin de l'année, tu te dis ouais, j'ai passé une belle année parce que j'ai pu m'entraîner régulièrement, j'ai fait des progrès, je suis pas bon, mais c'est pas grave, j'étais là, ça a été efficace pour moi. Donc en fait, ça peut être efficace pour aller faire la compétition. Ouais. Mon entraînement est efficace par rapport à cet objectif qui est la compétition. Est-ce que ma pratique, elle doit être efficace pour une agression à l'extérieur? Ou est-ce qu'elle doit être efficace parce que c'est mon métier de protéger les gens? Parce que je fais partie de services d'ordre, ou parce que je fais partie des services publics, des forces de l'ordre, ou encore à l'armée? Est-ce que c'est efficace pour ça? Après, est-ce que mes pratiques sont efficientes est-ce qu'elles sont réalistes? Réaliste, il faut remettre le contexte. C'est quand on fait un travail de sabre, ou pour l'aïkido, ou pour moi, si je fais un travail d'épée des Philippines, on est dans une pratique historique. Oui. Donc on ne peut pas dire qu'on va sortir de nos jours, nous, dehors avec une épée, avec un sabre pour aller couper quelqu'un. Donc elle n'est pas adaptée à notre pratique. Pourtant, on essaye d'avoir une pratique efficiente d'un point de vue historique. Mais d'un point de vue historique. Donc c'est essayer de comprendre le point de vue historique dans lequel on se situe.
soit on pratique une pratique historique, et ce qui est très bien, il y a des pratiques historiques, etc. Et on veut rester dans la pratique d'autrefois. Et ce qui est très bien, c'est ce que font les historiens, et voilà, ils font vivre l'histoire. Et c'est très bien, parce que sans histoire, on ne sait pas où on va. Donc on a besoin de cette histoire. Et après, il y a les gens qui se servent de l'histoire pour ne pas répéter l'histoire. Donc c'est la faire grandir et progresser avec ça. Donc à partir de là, on a besoin de comprendre l'histoire, de savoir d'où on va et comment maintenant on peut la faire évoluer de nos jours. Ben, de nos jours, on ne va plus sortir avec un sabre, on ne va plus sortir avec une épée. Ça va plutôt être une canne de marche à une certaine époque, voilà, où les gens sortaient avec leur canne pour marcher. Et je pense que c'est là où il faut savoir où est-ce qu'on se situe. Je pense qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Je pense qu'il faut être juste clair dans ce qu'on fait, dans l'efficacité. L'efficacité par rapport à quoi? C'est sûr que si on se dit, est-ce que ma pratique elle est efficace pour rentrer dans un ring pour faire la compétition? Non, ben déjà je ne connais pas les règles, je ne m'entraîne pas pour ça, j'ai 50 ans. Ok, mais si ça peut être pour ça, oui, c'est efficace. Il faut déterminer l'efficacité. Parce que de nos jours, on ne va pas se bagarrer tous les jours, quoi. On a plus de chances de mourir d'un cancer que de mourir dans la rue par une agression létale. Donc le taux, il est là. Donc est-ce que c'est pas mieux de mieux vivre et donc d'être efficace dans ce mieux vivre? Et ça, c'est plus pour moi. C'est mieux vivre avec les autres, mieux vivre avec soi-même, mieux vivre avec les êtres qu'on est et avoir une pratique qui nous permet de se mieux vivre. Se vivre en paix avec soi-même, avec les autres, de mieux gérer les situations de conflit grâce aux arts martiaux, parce qu'on apprend à ne plus être trop de front, d'apprendre à dévier les choses, à les laisser couler, et de ne pas s'y attacher dessus ou d'avoir une rancœur par-dessus. Et je pense que c'est ça le plus important, que les arts martiaux nous apprennent des tactiques pour mieux vivre aujourd'hui. Et c'est des choses que l'on retrouve sur ce qu'on a vu ce week-end, hein. Dévier, laisser passer, laisser couler, Nagashi par exemple. Oui, voilà, en Nagashi, c'est dans les arts martiaux japonais, une déflexion dans les arts martiaux philippins. C'est important, mais il faut savoir aussi à un moment donné dire stop, quoi. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va vouloir rentrer chez toi, prendre plus de place, et tu veux pas. Et donc il faut savoir aussi dire à un moment, ok, stop. Donc ça fait aussi partie de ça. Donc pour ça, c'est faire front. Faire front aux choses, de ne pas les fuir. Donc c'est ça aussi le combat, quoi. Le combat réel, au point-pied, aux armes, mais aussi dans la vie de tous les jours et de ne pas faire l'autruche, quoi. Et de se dire, ah non, je dévie. je dévie. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, en fait, tu dévies tellement que tu as dévié de ton plan de vie. Voilà, parce que tu n'as jamais fait front. Et à un moment donné, il faut faire front, quoi, et prendre le taureau de cornes, quoi, et puis on y va, quoi. Voilà, parce qu'on est arrivé à un point où soit on arrête et c'est bon, ou alors ça part en cacahuète, quoi. Et tu vois, ce week-end, je me suis fait la réflexion en plein, parce qu'on vu qu'on a fait karaté et harnais ce week-end, à un moment donné, quand on fait les mouvements, je me dis, à la fin de la journée, je ne sais plus si je fais du karaté et de l'harnais ou si je fais de l'aïkido. Au final, il y a des mouvements qui se ressemblent, il y a des principes qui se ressemblent, mais qui sont différents. Et à un moment donné, Lionel, il me dit, mais je suis un karatéka, je fais du Shotokan, mais je suis avant tout un Budoka. Et quand tu as dit ça, je me suis dit, en fait, ça va au-delà de la forme, ça va au-delà d'une pratique. Ta pratique à toi, en tout cas, elle va au-delà de la forme, même si il y a un tronc, un tronc qui sert de pilier, on va dire, hein, qui sert de pilier, de fil conducteur, mais ça laisse une porte d'entrée aux autres qui ne viennent pas de ta discipline à rentrer dedans et à comprendre plus facilement. Et ça, je trouvais que c'était vachement intéressant, cette pratique-là avec toi. Et comment tu as développé ça? Je pense que ça s'est installé petit à petit. Quand mes parents ont ouvert le grand club à Toulouse, j'avais 14 ans et il y avait 7 ou 8 disciplines. Donc je vivais à 10 mètres du dojo et après j'ai vécu dans le dojo. Donc j'étais tout le temps au dojo. Et jusqu'à vivre à l'intérieur du dojo, mais vraiment dedans, que pour sortir de chez moi, il fallait que je passe par le tatami. Donc la porte était dans la salle. Donc il fallait que je me déchausse, que je traverse la salle pour pouvoir aller chez moi.
pendant des années. J'ai vécu là-dedans. Donc j'ai vécu dojo. Voilà. J'ai vécu tout le temps. Matin, midi, soir, j'étais dans le dojo, je m'entraînais. J'ai fait vivre le dojo. Et je faisais beaucoup de karaté, mais aussi beaucoup d'autres choses. Parce que j'étais très curieux. Je suis quelqu'un de très curieux, j'aime bien voir les choses, les tester. Voilà, c'est comme la nourriture ici, quoi. Elle me dit, ah, tu connais pas? Non, non, mais bon, on va tester. Après, bon, il y a des choses que j'aime beaucoup, et après, il y en a d'autres, bon, ok, mais moins. Mais il y en a d'autres, ok, ouais, c'est vachement cool. Et bien, les arts martiaux, c'était pareil. Donc, c'est, ok, j'aime bien ça me plaît moins, mais c'est à une époque. Et puis après, tu passes à autre chose, et puis il y en a d'autres où tu accroches. Mais au début, je scindais beaucoup. Je scindais, voilà, je faisais du karaté, je sortais de la compétition, ou j'en faisais pendant que je faisais la compétition, que j'étais un international. Donc je ne pouvais pas me permettre en fait de mixer, et puis je n'avais pas les compétences pour le faire, et personne qui me guidait en fait à travers ça. J'étais bien trop jeune dans ma pratique. Et donc j'ai plein de trucs. Voilà, j'avais un puzzle karaté, un puzzle Nihon Taijitsu, Taijitsu, j'avais un puzzle où je faisais un peu de kung-fu avec un autre, et un autre où je m'entraînais avec Willy Beck, un ancien international de taekwondo. Donc on avait le même âge, donc voilà, c'était cool, mais c'était scindé. Il y avait des petits trucs que j'ai réussi à récupérer, tu vois, à ramener, comme quand je faisais les jambes en taekwondo, en combat, c'était assez facile de les ramener, mais quand tu fais de l'épée de kung-fu, tu ne le ramènes pas en karaté, quoi. Et il y avait plein de trucs qui, en fait, je ne voyais pas de lien. En fait, c'était des puzzles vraiment différents. Et jusqu'à ce que vraiment, je commence le Kobudo okinawanais. Et là, je comprenais maintenant pourquoi il disait que beaucoup à Okinawa travaillaient les armes d'Okinawa, le Kobudo, et le karaté, parce que c'est très lié. On frappe de la même façon, on fait toujours les... Voilà, on a l'impression de faire du karaté, mais avec des armes. Donc c'est cool, parce que tu vois une vraie liaison très directe. Et donc c'est facilement accessible. Donc ça me plaisait. Et le truc qui ne me plaisait pas, c'est qu'il y avait trop de kata, quoi. Il y avait kata pour le bo, le kata pour le tonfa, les kata pour le sai, le kata pour le nunchaku. Il y avait pour moi, il y avait trop de kata. J'en avais déjà dans le karaté, mais pour moi, j'aimais pas trop le kata à l'époque. Maintenant, j'aime beaucoup. Mais à l'époque, ça faisait beaucoup trop de kata. Et là, j'ai rencontré l'Arnis. Et l'Arnis, avec sa forme très libre et très dirigée sur les principes, m'a fait comprendre plein de choses. Donc d'une part, que j'ai arrêté le Kobudo et que je me suis mis à l'Arnis, quoi, direct. Je suis rentré, j'ai posé mes armes de Kobudo et... De temps en temps, je sors un tonfa, un sai, tu sais, juste pour le faire bouger, pour voir si j'ai pas perdu la compétence. Mais c'est tout. Mais l'Arnis m'a montré en fait un chemin de principe, de liaison, et surtout, comme dit Danny Fesneau, de Lego. C'est des blocs de Lego. À partir du moment où tu comprends que ce que tu es en train de faire, c'est un bloc de Lego, et qu'à côté, c'est un autre bloc de Lego, ben, tu peux les assembler à un moment donné. Et après, tu peux le mettre au-dessus, en dessous, à côté, et puis tu peux en rajouter un autre, et tu peux construire un truc. Alors qu'avec un puzzle, tu as une image, tu as ton puzzle karaté, puis après tu as ton puzzle, on va dire, jujitsu, ben, c'est deux puzzles. Ils ne s'emboîtent pas l'un avec l'autre. Parce qu'ils n'ont pas de principe directeur et de principe commun. Parce que toi, tu ne les vois pas, et tu ne les vois pas dans ce sens-là. Et l'Arnis m'a permis, en fait, de changer de perspective. De sortir du cadre émis par la discipline, de regarder telle qu'elle est, mais d'enlever un cadre. Et de regarder, ok, on travaille comme ça, qu'est-ce qui est important, comment on travaille. Et l'Arnis m'a permis ça. Et là, j'ai compris en fait que j'avais deux blocs vraiment de Lego. Dans l'Arnis, il y avait plein de petites pièces, et en karaté, il y en avait plein d'autres. Et je commençais à faire des petites constructions. Et puis petit à petit, il y a d'autres blocs qui sont revenus à côté. Et ça a tout relié. Donc ça fait vraiment un grand bloc, une construction à moi. Et avec toutes les autres parties que j'ai faites, que j'ai rencontrées, il y a des choses que j'ai gardées de mes tournages en terre martiale, en Nichuan. Il y a plein de trucs en fait que j'ai gardés. Des méthodes pédagogiques, c'est des façons d'amener certaines techniques.
même techniquement parlant, que je trouvais bien plus efficace, tu vois, dans ma forme de pensée ou dans la pédagogie. C'était vachement plus simple de la mener de cette façon que de façon classique, traditionnelle, de l'expliquer différemment, de l'expliquer autrement pour que les gens le comprennent. Et c'est ce qui fait que tout se rejoint. Et c'est pour ça que je me considère plus. Avant, j'avais ma ceinture, il y avait karaté Shotokan, karaté do Shotokan, et mon prénom. Celle qui était toute blanche, là, toute délavée, etc. Et puis quand je suis allé à Okinawa, déjà il fallait que je la change parce qu'elle était toute pourrie, elle était toute vieille. Et j'avais dit je la changerai quand je repartirai à Okinawa. Et comme j'attendais ça depuis 2019, après la pandémie, etc. Et j'ai fait bon, ben voilà, je peux pas repartir. Et là j'ai pu repartir. Donc là je fais bon, ça y est, je me fais une nouvelle ceinture. Et là j'ai enlevé le Shotokan carrément. J'ai enlevé le style. Ouais. Et je fais non, je peux plus, je me considère plus comme un Shotokan. Je suis un karatéka. Ouais. Dans le sens où je pratique le karaté. Donc je fais partie de la famille du karaté. Voilà, j'ai des amis dans tous les styles. J'aime pratiquer tous les styles. Voilà, j'ai pas de préférence. C'est juste que ma formation était Shotokan. Mais c'est ce que j'enseigne. J'enseigne un curriculum en même temps. Et à un moment, il faut enseigner un curriculum pour que les élèves après puissent faire leur choix et pas suivre le mien. Parce que sinon, ça serait différent. Donc, je commencerai à faire un culte, etc. ou créer mon propre style. Et ce n'est pas du tout le cas. Le but, c'est que moi, j'enseigne un style, de leur ouvrir des portes, et après, c'est à eux de traverser le palier et de faire ce qu'ils ont envie. Mais j'enseigne ça. J'enseigne l'harnisse. Mais à moi, personnellement, c'est tout. J'aime tout faire. Et donc, je me considère comme un pratiquant d'arts martiaux, global. Donc, plus un budoka. Et on reste sur ce terme de budoka, en tout cas là-dessus. Pour toi, est-ce que le budoka aujourd'hui doit être... parce que moi, je vois que tu es un bon enseignant, tu es un super enseignant. Moi, j'ai pu profiter de ça tout le week-end. Est-ce que pour toi, le budoka aujourd'hui doit aller jusqu'à être un bon budoka, c'est aussi être un bon enseignant? Ou clairement, on n'est pas... Ça dépend, c'est pas d'objectif de chacun, on n'a pas tous à être un bon enseignant. C'est un parti pris qu'il faut prendre à un moment donné. Moi, le mien, et si tu veux atteindre un certain niveau, je pense qu'il faut passer par l'enseignement. Ça ne veut pas dire qu'il faut y rester. C'est comme les sensei, les anciens à Okinawa. Ils avaient leur petit dojo, mais ils continuaient à s'entraîner. Il y en a d'autres, j'avais demandé, ils me disent non, il y en a, ils n'ont jamais enseigné. Mais ils ont atteint un très haut niveau. Donc l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Mais l'enseignement, pour moi, est un facteur d'accélération. Parce que tu es obligé de te poser les bonnes questions. Parce que quand tu enseignes, tu vois tes élèves, parce que voilà, ils sont dans le dojo où tu es, et leur progrès, c'est de leur implication, mais aussi de ta façon d'enseigner. Si tu ne leur enseignes pas de la bonne manière, de la bonne façon, la bonne méthodologie, et sur le long terme, ils vont aller nulle part, même s'ils sont super motivés. Parce que tu es leur référent. Donc leur succès, c'est leur travail, mais aussi c'est aussi le tien. Parce que toi, derrière, tu as fait le boulot pour les aider à avancer. Tu es leur guide. Donc si tu es un guide, mais que tu ne connais pas bien la montagne et que tu ne sais pas trop par où passer, ils ne sont pas prêts d'arriver en haut. C'est un peu ça. Pourtant, ils sont à côté, ils te suivent, ils font l'effort, etc. Mais il faut être capable de les amener à un endroit. Et sans trop les détourner. Donc le but, il est là. Et le fait d'enseigner t'oblige en fait à maximiser en fait l'enseignement. De te dire, ok, est-ce que ça, c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça l'est vraiment? Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir en premier? Tu vois, sortir du cadre de savoir juste, ok, pour la ceinture blanche, il faut qu'ils sachent, ok, ouais, ça c'est bien, ça c'est un programme technique. Ça, on y est dedans et il faut qu'ils le sachent. Mais comment je vais leur enseigner? Comment je vais leur enseigner? Par quel biais? Est-ce que je vais juste leur montrer et après ils se démerdent? Ou je vais
tout leur expliquer et après ils se démerdent. Mais je ne leur montre pas, tu vois, pour prendre des extrêmes. Ou alors je fais que travailler avec eux, je ne leur montre pas et je ne leur explique pas. Tu vois, on a vraiment 3 pôles. Les auditifs, ceux qui regardent et ceux qui ressentent. Je sais que toi, tu aimes bien ressentir. Xavier, il aime regarder. Voilà. Et en tant qu'enseignant, tu ne peux pas te focaliser juste sur le canal sur lequel toi tu es. Parce que il y a des gens qui, eux, t'as beau, par exemple, si tu es quelqu'un de sensible au toucher, mais la personne en face, elle n'est peut-être pas comme ça. Elle, il faut lui expliquer plusieurs fois et de différentes façons pour qu'elle comprenne. Ou alors, il faut qu'elle regarde 20 fois. Et là, elle va faire « Waouh, ah ouais !» Mais tu as beau leur expliquer, en fait. Ouais. Tu leur expliques tout, mais tant qu'ils ne le voient pas, ils ne vont pas le comprendre. Et c'est là où la capacité, en fait, de prendre tout en compte, de pouvoir bien expliquer, de pouvoir bien démontrer et de pouvoir bien faire ressentir. Et je pense que c'est vraiment la clé de l'enseignement et c'est ce qui te fait progresser. Parce que tu es obligé de progresser sur 2 autres où toi, tu n'es pas familier. Parce que, voilà, moi, j'aime beaucoup regarder. Et ça tombe bien, je fais des vidéos en permanence, donc j'aime regarder. Voilà, je suis très attentif. Et moi, ça rentre beaucoup comme ça. Et après, le deuxième, c'est ressentir. Et je sais que écouter, c'est pas trop mon truc, en fait. Mais j'ai été obligé, en fait, de développer ça, parce qu'au début, moi, c'était regarder. Donc, au début, quand j'enseignais, je leur montrais, mais j'expliquais pas trop. Et le seul qui ressentait, c'était celui avec qui je lui démontrais mon hockey. Mais j'ai commencé, j'avais 24 ans, j'ai commencé professionnellement. Donc j'étais jeune. Tu as commencé tôt, et petit à petit, ça m'a permis de grandir et de comprendre, en fait, ça. Donc je pense que c'est vraiment un accélérateur, vraiment, d'enseigner. Parce que ça te permet de te poser les bonnes questions. Et tu vois, en parlant d'enseigner, là, tu organises aussi, je me suis inspiré de toi pour la masterclass. Ouais. Et là, ça arrive bientôt. C'est quand la date? Le 23-24 novembre, si je me rappelle bien. Ouais, 23-24 novembre. Donc, c'est un week-end avec 11 disciplines. 11 intervenants. 11 intervenants. 11 intervenants, ouais. Et après, il y a un intervenant en plus. Donc, on est 12 intervenants, mais 11 intervenants sur le tatami. Et le 12e, c'est Marvin, que je salue. Et qui est pratiquant. Et qui fera une intervention, un petit séminaire de préparation mentale. Ah, Marvin, il a fait aussi des super vidéos avec, je me souviens, cette série, justement d'ailleurs, avec Léo et Kassem, qui sont super longues, mais qui sont super intéressantes. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder, moi je vous conseille d'aller regarder sa chaîne YouTube, Esprit Martial. Ouais. Je vois que les références sont là. Marvin, on te regarde depuis la Réunion aussi. Et justement, comment t'es venue l'idée de cette masterclass? Quelle est la genèse de cette masterclass? La genèse de cette masterclass, tiens, c'est une bonne question. Je suis jamais vraiment revenu là-dessus. Si, ça y est. Je crois que c'était pour les 10 ans d'Imagine Arts. Je voulais faire un truc. Pour les 10 ans d'Imagine Arts, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire pour les 10 ans? Et c'est là où je me suis dit, mais j'aime beaucoup faire les stages et j'aime bien rassembler les gens. Et je me suis dit, mais si tu faisais un stage avec les experts avec qui tu travailles? Et là, je me suis dit, ça serait super, le truc, ça serait vraiment cool, C'est un gros stage avec plein de disciplines. Parce qu'on a l'habitude de voir une journée avec, mais bon, c'est toujours des disciplines en général, c'est toujours les mêmes. Donc tu as une journée, c'est karaté avec plusieurs experts, c'est très bien. Mais il y avait un truc un peu particulier, je pense que ça vient des stages que faisait la fédération il y a très longtemps, à l'INSEP, pendant une semaine. Il y avait des cours pendant toute une semaine à l'INSEP, et ils faisaient venir des intervenants de toutes les disciplines de la fédération. C'est là où j'avais rencontré Oshiro, que je l'avais vu, le Kobudo, les premières fois. J'étais là, waouh! Après, il y avait des gars des arts martiaux vietnamiens, il y avait plein de trucs. J'ai adoré,
Après, il y avait plein de styles de karaté. Bon, il y avait Dominique Valera qui venait juste de revenir à la fédération. Voilà, il était revenu à la fédé, quoi. C'est là où il a relancé le karaté contact, etc. Il y avait plein de gens. Et j'étais là, waouh, il y avait à l'époque Michael Millon qui était venu pour présenter le karaté de compétition. Donc, il y avait vraiment plein de choses là. Et je pense que ça m'a bien impacté, que c'est resté au fond. Et que j'ai pu me dire, ouais, ben pourquoi je ne ferais pas ça? Ben, en fait, les experts avec lesquels je travaille, avec qui je fais des vidéos pédagogiques. Je me suis dit, bon, ben, on va essayer, on va faire. C'est les 10 ans, ben, on va essayer de faire un truc sympa, quoi. Donc, j'ai contacté les experts, les premiers experts, les gros experts avec qui je voulais être, Bernard Biliki et Jean-Pierre Lavorato. Et je leur en ai parlé lors d'un repas après un stage quand ils étaient à Toulouse. Ils m'ont dit, non, mais c'est génial, ça va être top, on est derrière toi, vas-y, on y va, quoi. Et j'ai lancé le truc, quoi. Et la première année que j'ai lancé, quelle année, ça? C'était 2014, je crois. Oui, c'était 2014, vu que c'était les 10 ans. Oui. Donc là, c'est les 20 ans cette année. Donc, ils étaient 130. Ah oui. 130, j'étais surpris qu'il y ait autant de monde. C'était dans un gymnase, il n'y avait pas de tatami, parce que je ne pensais pas qu'il y ait autant de monde. Et l'année d'après, on a commencé, on a mis des tatamis. Après, on a eu notre dojo, là où je suis maintenant, à Blagnac. Le dojo de Blagnac nous a mené un beau dojo, une très belle surface. Et donc là, on a pu rentrer. Et là, on est arrivé au quota jusqu'en 2019 à 150, où je ne pouvais pas dépasser le quota de sécurité de la salle. Voilà. Donc le dernier en 2019, c'était plein 2 mois avant. Ah oui. Voilà, et là, cette année, en 3 semaines, les 200 places sont parties, quoi. 200 personnes sur un week-end. Voilà, 200 personnes sur un week-end, ça va être un stage monumental, quoi, parce que là, vraiment, il y a du très très beau monde. Il y a qui là? Tu peux me dire quelques noms? Ouais, bon, il y a Léo, forcément, qui vient. Après, j'ai Jean-Pierre Lavorato, c'est 10e dan. J'ai Bernard Biliki qui est 9e dan, Zenei Oshiro qui est 9e dan d'Okinawa. Après, j'ai Thierry Alibert, un expert international de Tai Chi et de Qigong qui vient. Après, j'ai Frédéric Foubert avec qui je suis parti en Corée et que je connais depuis que je suis un tout jeune. C'est depuis que j'ai 14 ans, je crois. Et donc ça fait 35 ans qu'on se connaît. Et qui lui vient du taekwondo et qui est maintenant le responsable Europe du Sonmudo, donc pour faire découvrir aussi au stage des pratiques beaucoup moins connues comme le Sonmudo, une pratique plus zen, plus tai chi on va dire, si on doit la comparer, mais coréenne. Après il y a du Nyon Taijitsu avec Philippe Gallet qui est le responsable national maintenant de l'école. Le maître d'école de l'Arnis, donc Danny Feno, qui vient des Philippines exprès pour ça. Voilà. Et après, bon, il s'est débrouillé pour faire des stages après à côté, à Paris, etc. Mais je le fais venir exprès, quoi, pour les 20 ans, parce que il est là quasiment depuis le début. C'est lui qui m'a permis aussi de faire le premier documentaire intermartial. Donc c'est quelqu'un d'important aussi pour tout cet écosystème, en fait. Donc il y a vraiment plein de gens, quoi, ça va être top, quoi. Ah, je pense que ça va être super, hein, ça va être un énorme stage. En plus, tu fais pas ça tous les ans en plus. Non. Là, j'avais pas recommencé depuis 2019. Ouais. On avait fait ça en novembre 2019 et 3 mois après, il n'y avait plus de dojo, quoi. Ouais. Donc, et après, c'était très compliqué de pouvoir le relancer. 2020, 2021, on ne savait pas où on allait, si on allait pouvoir reprendre, pas reprendre à moitié, la moitié d'année ou pas. Bon, on a tous connu ça, jusqu'à ce que ça se stabilise. Et quand ça s'est stabilisé, là, j'ai commencé à me dire, bon, là, il est temps de recommencer. Mais pour organiser un truc comme ça, il m'a fallu 1 an et demi. Il a fallu que je le bloque pour cette année-là, 1 an et demi à l'avance. Et j'ai pas eu tous les experts que je voulais. Ouais. Parce que y en a un que je voulais et qui n'était pas disponible. Mais c'est comme ça. Tant mieux pour lui parce que il est très pris. Donc il a un carnet très chargé. Il m'a dit, mais c'est très rare que j'ai des dates aussi tôt. Il m'a dit, malheureusement, ça tombe sur le même week-end et je ne peux pas le décaler. Donc voilà, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Ça sera pour une prochaine fois, quoi.
Donc là, le prochain rendez-vous, si vous voulez y aller, ce sera dans 2, 3, 4 ans. Dans 2 bonnes années, voilà. Seulement Dans la 2 bonnes préparation, années. c'est 1 an et demi. Ouais, donc ça veut dire que quand celui-là va s'arrêter, ben là je vais commencer en fait à penser à celui dans 2 ans pour commencer à bloquer les gens pour dans 2 ans. Et pour finir, on va dire, alors on a passé une semaine ensemble à La Réunion. Ouais. Alors comment c'était La Réunion? Et comme je t'ai dit, en fait, c'est dès le premier jour. Moi, ce qui m'a sauté aux yeux, en fait, c'est ayant vécu aux Philippines, et c'est ce que j'ai dit à ma femme, je lui ai dit, mais ça ressemble vachement aux Philippines. Mais il parle français. Bon, dans la végétation luxuriante, bon, aux Philippines, il y a des volcans, mais bon, c'est beaucoup plus étalé, il y a 7000 îles. Donc, des fois, tu as 4 heures d'avion pour passer d'une île à l'autre. Hein, donc, mais l'ambiance, ce côté, tu vois, bien vivre, tranquille, voilà, on ne se prend pas la tête, on y va cool, quoi. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Là. Pendant toute la semaine, ça fait vraiment du bien, quoi, de se retrouver là, de se dire, ouais, tous les gens sont souriants, ils sont gentils. Tu arrives au restaurant, on te dit bonjour avec un sourire. En France, et quand tu vois un serveur, une serveuse, tu sais, qui te sourit et qui est aimable tout le service, et ça fait plaisir. Hein. C'est pas souvent. En général, bon, on te donne des trucs, on te prend le truc, on te sert. C'est bien, ils font leur job. Hein. Mais ici, tu vois, il y a toujours un sourire, il y a tout, voilà, tu te sens bien. Après, c'est peut-être aussi, tu vois, le petit côté créole, tu vois, dans le son de la voix, tu vois, qui met un petit peu de chaleur dedans. Un peu de soleil. Un peu de soleil, voilà, peut-être. Mais voilà, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et puis moi, j'aime être en short, claquette, t-shirt, quoi. Après, c'est vrai qu'ici, il y a des choses qui sont moins prenantes qu'en métropole. Donc, déjà, on n'a pas l'hiver. Ça, ouais. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Moi, tu sais, quand je vivais en métropole, on m'a toujours demandé pourquoi tu es rentré, pourquoi tu veux rentrer tout de suite. Je me dis, c'est simple. En France, il y a le froid et il y a moi. Et il y a l'un des deux qui ne veut pas partir. Donc, je suis obligé de partir. Ouais, je comprends. Donc, je comprends. Et moi, tu vois, avant de partir vivre aux Philippines, je le vivais assez bien, en fait. Les hivers, bon, j'allais faire un peu de snowboard, j'avais froid, mais bon, ça allait. Ouais. Mais une fois que j'ai vécu là-bas et que je suis rentré depuis, en fait, j'aime plus. J'aime plus avoir froid. Ouais. Je me suis rendu compte, en fait, que j'aime pas. Et que si je vais faire du snow encore, je sais que je vais avoir froid, mais c'est pour une journée. C'est le matin jusqu'au soir, mais après, je veux avoir chaud. Ouais. Je veux pas avoir froid pendant des mois, tu vois, être habillé comme un bibendon, là. J'aime pas ça. Ouais. J'aime pas ça. Moi, ce que j'aime, c'est être en short, t-shirt, claquette. Voilà, si je pouvais être comme ça toute l'année, tout le temps, voilà, comme aux Philippines. Oh ben, un jour, tu repasseras nous voir alors ici. J'espère bien, oui, que je vais repasser. Bon, en tout cas, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, quand tu repasses à La Réunion, tu me fais signe. Hein. Ah, mais sans problème. Moi, je viens. On reste en contact. Tu le sais, quand tu passes à Toulouse, à Blagnac, tu viens t'entraîner avec nous. Avec plaisir, voilà. Ça, c'est sûr. Et moi, je m'occuperai de toi comme toi, tu as su très bien m'occuper de moi. Ah, c'est normal, c'est gentil, merci. On mange ici, les rations, mais elles sont énormes. Elles sont énormes, mais c'est bon en plus. Donc bon, il va falloir reprendre un régime un petit peu plus voilà. Sérieux. Sérieux, voilà. Et puis, moins de desserts. Les desserts, c'est vrai. C'est vrai, les glaces. En plus, il fait chaud ici, on a tendance à prendre des glaces. Léo, désolé, je dénonce, à chaque fois que tu es ici, tu remplis le frigo de Fred de glace. Mais franchement, tout le temps. Bon, en tout cas, moi, à l'occasion, peut-être que je passerai aussi un jour à Talent Stage ou à Tocourt. J'espère bien. Vu que de temps en temps, je suis là-bas. Sur ce, moi, je te dis, je vais bientôt te ramener, te déposer à l'aéroport pour que tu puisses rentrer. Chaque voyage a une fin. Et oui. Et c'est ce qui en fait la beauté, parce qu'on part juste quand il faut, quand c'est bien. C'est vrai. Bon, écoute, nous, on termine cette vidéo. On vous dit à bientôt. Prochaine vidéo. Ciao, à bientôt sur les tatamis d'ici ou d'ailleurs. Exactement.
Ou intermartial. Voilà.